Il est celui qui a dit non au CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Depuis, Paul Magnette est devenu le nouveau héros du socialisme, le chef du gouvernement wallon en Belgique et notre grand témoin. Il est en direct du Parlement wallon de Namur. Bonsoir Paul Magnette, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors déjà un mot de l'actualité avec l'élection de Donald Trump. Pour vous, cette victoire de Donald Trump, c'est peut-être une chance pour l'Europe. Pourquoi ? C'est d'abord quand même inquiétant de voir qu'un candidat qui a tenu ouvertement des propos racistes, des propos misogynes, qui a fait des promesses inconsidérées, puisse être élu dans un très grand pays. Alors c'est le choix des électeurs américains, on le respecte, mais c'est vrai que vu d'Europe, c'est un peu inquiétant. Ceci étant, je crois que l'Europe n'a pas d'autre choix que d'en tirer les conséquences. Si les États-Unis s'isolent davantage, c'est peut-être une chance pour l'Europe de s'exprimer davantage sur la scène internationale, d'autant que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne et qu'en 2003, au moment où on a eu la chance d'avoir une forte affirmation politique de l'Europe dans le cadre de l'opposition à la guerre en Irak, c'est le Royaume-Uni qui avait empêché cette opposition, ce positionnement européen. Aujourd'hui, demain, on va vraiment pouvoir réaffirmer davantage le poids de l'Europe sur la scène internationale pour contrebalancer l'influence américaine. Alors, mais cette élection américaine a entraîné un vif échange entre vous et Didier Reynders, le chef de la diplomatie belge. C'était sur Twitter. Alors pour lui, la victoire de Donald Trump, tout comme les critiques wallonnes du CETA, renvoie à une même tentation de repli sur soi. Comparaison n'est pas raison ? Non, vraiment pas. Et je pense que bon, ça c'est le petit jeu politique interne, mais la comparaison n'a vraiment aucun sens. Moi, je ne me suis pas opposé au CETA pour des raisons protectionnistes. On a toujours dit qu'on n'était pas contre le principe d'un accord économique et commercial et d'un accord politique avec le Canada. Au contraire, mais on avait des critiques de fond sur la manière dont le CETA avait été rédigé, sur les faibles garanties qu'il donnait pour la protection des services publics, des normes sociales, de la protection de la santé publique, la protection de l'environnement. Donc une critique interne ne veut pas forcément dire protectionnisme. Mais je pense que les défenseurs du libre-échange ont tort de vouloir amalgamer ceux qui défendent un commerce équitable et juste et les protectionnistes, parce que ça ne rend pas justice à la qualité du débat public. Donald Trump, lui, ne veut pas du TAFTA. C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Je pense que de toute façon, le TTIP ou le TAFTA, il était moribond et qu'il n'y avait plus qu'à constater son acte de décès et à l'enterrer. Parce qu'à partir du moment où on adopte un traité avec le Canada qui a un modèle de société très proche de celui des Européens, où, grâce aux négociations qu'on a pu mener, on a renforcé les garanties des normes sociales, environnementales, de la santé publique, on a garanti que tous les conflits seraient tranchés par des juridictions uniquement publiques et pas par des arbitrages privés, on a mis le standard très élevé et on sait très bien que les Américains n'accepteront pas ce que les Canadiens ont accepté. Donc c'était aussi, cette négociation sur le CETA, une manière de relever le niveau d'exigence dans l'ensemble des négociations commerciales auxquelles l'Union européenne est partie. Oui, vous pensez que maintenant, vous avez lancé un signal important grâce au CETA en refusant de signer tout de suite. C'est-à-dire que vous pensez que ça va vraiment changer la façon de négocier, de signer ce genre de traité de libre-échange ? Je l'espère très vivement. C'est vrai qu'on a été très isolés, que ça a été très difficile pour la Wallonie de mener ce combat toute seule, sans beaucoup de soutien politique. Mais je suis convaincu que les combats qu'on a menés ici en Wallonie sont très largement partagés ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations de soutien importantes en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, dans d'autres pays, parce que ce que nous demandions était attendu par de larges segments de la société civile et par de larges segments aussi du spectre politique ailleurs dans d'autres pays européens. Donc j'espère maintenant qu'on ne va pas faire l'erreur de renégocier des traités commerciaux de la même manière, de manière très opaque, très fermée, sans transparence, sans contrôle parlementaire pendant le processus de négociation. Et j'espère que le niveau d'exigence qu'on a mis dans le CETA deviendra le standard pour d'autres éventuelles négociations. Mais comment expliquer que ce soit vous, les Wallons, qui soyez vraiment devenus le fer de lance de cette contestation ? Vous l'avez dit, d'autres pays étaient contre. Pourquoi c'est vous qui avez dit non ? Bon, il y a un peu un concours de circonstances. Ça tient d'abord au fait que ce Parlement de Wallonie, qui a les mêmes compétences internationales qu'un Parlement national, même si c'est un Parlement régional, avait fait un travail d'analyse depuis très longtemps. On avait écouté la société civile, on avait écouté les critiques qui étaient portées sur le CETA, aussi bien par les ONG environnementales que par les organisations syndicales, par des associations de défense de consommateurs et beaucoup d'autres. On l'avait analysé en profondeur et on avait émis des critiques qu'on avait transmises d'ailleurs à la Commission européenne. Et le fait
fait que ce Parlement, qui a été finalement le seul sans doute en Europe à faire un travail aussi approfondi d'analyse du CETA et porter ses critiques, ça a donné une certaine force au gouvernement que je préside et ça m'a permis de porter ses positions dans une négociation européenne. Alors revenons sur ce discours que vous avez donné le 16 octobre. Il a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous attendiez au tourbillon qui a suivi ? Non, pas du tout. Très franchement, on ne provoque pas d'événements comme ceci. Ils se produisent et d'une certaine manière malgré nous. Je l'ai répété à de nombreuses reprises. Moi, j'avais informé la commissaire européenne, Mme Malmström, des difficultés que nous avions avec le traité il y a plus d'un an, en octobre 2015. Et pendant un an, on n'a reçu aucune réponse, on n'a reçu aucun signal d'une ouverture à discuter avec nous. Et puis, quand on est arrivé dans les derniers jours, avant le sommet Europe-Canada, on nous a dit, maintenant, il faut signer, vous êtes tout seul, les 27 autres ont signé, vous devez à tout prix signer. Donc on leur a expliqué que non, on n'avait pas fait tout ce travail de débat démocratique, tout ce travail parlementaire pour rien. On n'allait pas céder tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait des ultimatums et des pressions. On voulait aller au bout du travail démocratique et donc n'accepter de signer que pour autant qu'on puisse réouvrir une négociation et obtenir de vraies concessions sur les points qui étaient pour nous essentiels. Et vous les avez obtenues, ces concessions? Vous êtes allé aussi loin que vous le souhaitiez? On est allé aussi loin qu'on le souhaitait. On ne pouvait pas réouvrir toutes les négociations parce que ça aurait impliqué que certains pays seraient revenus sur un certain nombre d'acquis du CETA. Donc ce n'était pas, je pense, une bonne stratégie. Par contre, on a travaillé sur la négociation de documents juridiquement contraignants qui précisent, qui clarifient et qui complètent le texte du CETA et qui ont permis de répondre aux objections majeures qui avaient été formulées par ce Parlement. Alors là, vous vous êtes retrouvé à la tête d'un combat contre les excès du libre-échange. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Est-ce que vous avez d'autres combats à mener? Je pense qu'il faut poursuivre ce débat parce que ce débat il suscite des inquiétudes, des préoccupations un peu partout en Europe, des agriculteurs, des défenseurs de l'environnement, des défenseurs du droit du travail, de ceux qui sont attachés au service public et que demain, je crois qu'il ne faut pas revenir au business as usual. Si la Commission européenne nous dit, bon d'accord, il y a eu un incident avec le CETA, mais on recommence à négocier le TTIP ou d'autres traités comme si de rien ne s'était passé, ça ne va pas bien se passer parce que ce Parlement, ici en Wallonie en tout cas, il a pris goût en quelque sorte au débat sur les traités internationaux et il ne va pas revenir en arrière et j'espère évidemment que d'autres parlements ailleurs en Europe, et j'ai eu quelques signaux de parlementaires assez nombreux d'ailleurs dans d'autres pays européens, vont eux aussi demain vouloir regarder de manière beaucoup plus attentive les traités internationaux que ça n'était souvent le cas dans le passé. Alors certains vous ont accusé d'avoir voulu instrumentaliser cette contestation, d'avoir été opportuniste ou même oui, d'avoir voulu en profiter pour des questions de politique intérieure. Que leur répondez-vous ? Que c'est la critique classique que l'on formule quand on n'a pas d'argument sur le fond. On avait commencé ce travail d'analyse du traité il y a près de 2 ans. J'ai remis la résolution à la commissaire européenne il y a plus d'1 an. Vous pensez bien qu'on ne fait pas des coups politiques pour des raisons de petite politique intérieure en travaillant si longtemps en amont. Jamais il y a 1 an, quand j'ai eu contact avec les commissaires Malmström, je n'ai pensé qu'on ne serait jamais entendu et qu'on serait obligé d'arriver à ce rapport de force. Il s'est produit. On a eu le choix à un moment donné entre renoncer, et on aurait alors renoncé à tout le travail démocratique qu'on avait fait, ou bien aller à une certaine forme d'affrontement avec un risque politique, mais on a eu des débats et on s'est dit ce risque politique il faut le prendre parce qu'on ne se défend pas, on ne se bat pas pour des intérêts locaux, on ne se bat pas pour des intérêts régionaux, on se bat pour des principes. Et quand on se bat pour des principes, on a une certaine force de conviction et on peut susciter une sympathie assez large autour de nous qui nous a permis de mener cette négociation. Alors il y a eu le Brexit, on a vraiment senti qu'il y avait un ras-le-bol, un rejet de l'Europe. Est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un système? Est-ce que vous espérez qu'avec ce genre d'action, vous pouvez redonner envie, vous pouvez rendre le reste du monde plus europhile, l'Europe? J'espère surtout qu'ici en Europe, ça suscite un débat sur le déficit démocratique du projet européen. Moi, je suis un Européen convaincu. Je pense qu'on doit renforcer l'Europe, je pense qu'on doit renforcer les politiques européennes, renforcer la cohésion, la solidarité, mais que ça doit se faire selon d'autres méthodes que celles qui existent aujourd'hui. Je crois aussi qu'on doit absolument renforcer le niveau d'éthique politique au sein de l'Union européenne. Quand on voit qu'un ancien président de la Commission, comme M. Barroso, va travailler chez Goldman Sachs alors qu'il a eu des contacts avec cette banque en plein cœur de la crise financière, c'est quelque chose qui est intolérable, intolérable moralement, intolérable politiquement, et que les citoyens ne comprennent pas. Si l'Union européenne ne comprend pas qu'elle doit absolument condamner ce type de comportement, comme condamner les propos de commissaires qui se moquent des Chinois, des Wallons, et qui tiennent des propos à la limite de l'homophobie, alors l'Europe continuera à avoir un vrai problème avec ses citoyens. Alors quelles sont les solutions apportées? Renouer le dialogue, certes, mais quelle autre solution? Est-ce qu'il faut changer le système? Pardon.
Non, je ne dis pas qu'il faut fondamentalement changer le système. Je crois que globalement, le système institutionnel européen, il a fait ses preuves. Mais je pense d'abord que l'Europe, ce dont elle a besoin, c'est de projets clairs. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on fait. On donne le sentiment que l'Europe n'est plus qu'une machine à réagir aux crises les unes après les autres. La crise bancaire, la crise des réfugiés, la crise du terrorisme, sans vraiment apporter de solutions tout à fait convaincantes, et qu'elle n'a plus de projets qui sont des projets qui lui soient propres. J'avais proposé, quand j'étais ministre de l'énergie il y a quelques années, que je présidais le Conseil de l'Union européenne en matière de l'énergie, qu'on se donne pour objectif de faire de l'Europe le champion du monde de l'efficacité énergétique, qu'on réduise notre consommation d'énergie. C'est bon pour les ménages, c'est bon pour les collectivités locales, ça réduirait notre dépendance par rapport aux pays pétroliers, ça améliorerait nos performances en matière environnementale et ça susciterait un certain engouement en Europe. On peut s'endetter pour ça, on peut lancer de grands projets mobilisateurs comme ceux-là, mais si on ne le fait pas et si on attend la prochaine crise pour réagir forcé par les circonstances, on donne de l'Europe l'image d'une machine un peu usée et essoufflée. Donc redonnons-lui du souffle, redonnons-lui de l'espoir et de la perspective. Alors vous avez enseigné, vous avez été prof sur ces questions européennes. Aujourd'hui, vous êtes à l'action. Qu'est-ce que ça change? Vous êtes dans l'action. Ça change. D'abord, je crois que ça a été pour moi utile, effectivement, d'avoir étudié l'Union européenne dans une vie antérieure, de l'avoir enseigné à Bruxelles et d'ailleurs aussi à Sciences Po à Paris pendant de nombreuses années, parce que je connaissais les arcanes du système, mais j'ai quand même découvert de l'intérieur des tas de choses que je ne soupçonnais pas, qui peut-être vont nourrir d'autres réflexions plus tard. En tout cas, ça me convainc vraiment que tout le débat qui est présent depuis des années sur le besoin pour l'Europe de se redonner des projets et de retrouver une vraie vitalité démocratique, de vrais débats politiques fort au sein du Parlement européen et avec la Commission, ce besoin il est plus vivant que jamais. Le choix c'est pas plus d'Europe ou moins d'Europe aujourd'hui, le choix c'est quelle Europe et comment politiser cet objet européen pour que les citoyens se retrouvent dans les projets qu'elle porte ou s'y opposent, mais en tout cas se disent c'est pas en sortant de l'Europe qu'est la solution, c'est en changeant les politiques européennes qu'on peut trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez été surpris par les pressions que vous avez subies quand vous avez dit non au CETA? Il y a eu ce tweet où vous l'avez dit, vous l'avez dénoncé, vous avez été surpris? Je n'ai pas été fondamentalement surpris parce que j'imaginais bien qu'une organisation qui doit gérer 28 États membres doit quand même de temps en temps pouvoir recourir aux pressions et à une série de méthodes pour essayer de convaincre les récalcitrants de se ranger à la majorité. Mais effectivement, je vous confirme, vu de l'intérieur, que c'est une machine assez redoutablement efficace pour essayer de faire pression sur ceux qui ne se rangent pas à la majorité. Ceci étant, je veux aussi souligner que grâce à un débat avec le président du Parlement, avec le président de la Commission, on a pu à un moment donné se mettre autour d'une table, discuter, négocier de manière très courtoise, très respectueuse et finalement trouver un accord respectueux de l'Union européenne mais qui entende aussi les messages que nous portions, nous ici en Wallonie. Merci Paul Magnette d'avoir été avec nous en direct depuis Namur, d'avoir été le grand témoin de 64 minutes.